Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission À vos droits. Nous sommes aujourd'hui en présence de Nina. Bonjour Nina. Bonjour Charlotte. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité qui a trait aux droits des patients et à l'urgence médicale. Concrètement, les urgences accueillent 20 millions de patients tous les ans au sein de leur service. Le patient qui entre dans les urgences bénéficie de droits qui sont majoritairement issus de la loi Kouchner du 4 mars 2002. Il est donc devenu un véritable acteur de sa santé. Mais Nina, pouvez-vous nous décrire plus en détail ce qu'est l'urgence ? Oui, alors la médecine d'urgence correspond aux ressources médicales et chirurgicales dans le but de faire face à une urgence. Donc c'est une situation particulière dans laquelle la personne voit son état de santé empirer, ce qui l'expose à bref délai à des séquelles irréversibles, voire à son décès. Donc en pratique, cela se traduit par une chute importante, par une tentative de suicide ou encore un accident de voiture, ce qui va nécessiter l'intervention à la fois des pompiers mais aussi des services du SAMU et du SMUR. En pratique, tous les établissements de santé, même ceux qui ne disposent pas de services d'urgence, doivent être soumis à leur obligation de secours et de soins face à la personne qui est en danger. Cela passe donc par la dispense de soins immédiats. Donc les urgences reposent sur une sorte de réseau. D'accord, donc après cette introduction plutôt théorique, comment cela se passe-t-il en pratique ? J'imagine que l'urgence médicale ne doit pas être une excuse absolutoire ou un alibi pour bafouer les droits du patient. Donc n'est-il pas vrai que le patient conserve certains droits ? Notamment, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu la transmission des informations ? Oui, donc selon le Code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Donc néanmoins, la situation d'urgence peut venir porter une atteinte à ce principe. En ce sens, il y a deux possibilités. Soit la personne qui arrive aux urgences est consciente et donc elle pourra recevoir l'information, soit elle ne l'est pas et dans ce cas-là, le médecin sera dispensé de son obligation de transmission de l'information. D'accord. Et qu'en est-il du professionnel de santé dans ce cas-là ? Alors, le professionnel de santé, quant à lui, il est tenu à cette obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et ce sera à lui de prouver qu'il a bien exécuté cette obligation. En revanche, en situation d'urgence, la responsabilité peut être appréciée avec davantage d'indulgence. Bien sûr. Mais là, vous me parlez de l'information, mais par contre, qu'en est-il du consentement ? Puisque l'on sait que le consentement est l'aboutissement d'une information qui a été effectivement bien transmise. Comment le médecin est-il protégé ici dans une hypothèse d'urgence médicale et que fait-on s'il y a une impossibilité de recueillir le consentement ? Alors, dans le cas classique, bien sûr, le recueil du consentement est obligatoire. En revanche, si on est dans un cas d'impossibilité de recueillir ce consentement, l'équipe de soins et les médecins devront se retourner vers la personne de confiance ou à défaut un proche. Et c'est cette personne qui sera consultée avant tout acte médical pratiqué sur la personne qui ne peut pas donner son consentement. D'accord, mais si on n'a pas de personne de confiance, comment fait-on ? Alors, dans l'hypothèse où il n'y a pas cette personne de confiance, il faut se tourner vers les directives anticipées, si celles-ci ont été rédigées préalablement, bien sûr. Mais cependant, tout médecin qui se trouve en présence d'un malade blessé ou d'un malade en péril, dont la situation dans la vie est en péril, eh bien, il devra lui apporter assistance et lui fournir les soins nécessaires. Ils ont donc une obligation de prodiguer les soins qui sont indispensables. D'accord. Donc après l'information, après le consentement, qu'en est-il du refus de soins puisque c'est un sujet qui reste tout de même problématique, surtout en situation d'urgence ? Oui, donc le patient peut donner son consentement, mais il peut aussi refuser le soin. Donc ça va vraiment être la traduction de sa volonté de ne pas se faire soigner ou d'interrompre un traitement. Donc le médecin devra respecter cette volonté, cependant il devra s'assurer que la personne, quand elle dit refuser de se faire soigner, est bien dans un état rationnel et surtout il devra l'informer des conséquences que son choix peut avoir. En revanche, donc, si la volonté de la personne est de refuser ou d'interrompre le traitement et que cela met en danger sa vie, le médecin devra tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter tout de même les soins indispensables. Et souvent, on demande à la personne de faire une attestation écrite afin justement d'attester de cette volonté de refuser le soin. D'accord. Cette notion d'urgence fait appel donc à une situation qui est critique, avec un pronostic vital engagé. Mais comment fait-on dans ce cas-là quand on est face à un refus de soins ? Alors, dans le cas du pronostic vital engagé, dans ce cas-là, le devoir d'assistance va être supérieur au refus de soins. Et donc, le médecin devra opérer le traitement sur la personne, puisque la personne, en plus, n'a pas eu le temps de réitérer son refus de soins.
D'accord. Il n'y a pas que le patient, par contre, qui peut refuser les soins. On a vu dans certains cas que des médecins aussi venaient refuser d'intervenir sur certains patients. Est-ce que dans cette situation, le médecin a-t-il vraiment le droit de refuser un patient? Ne met-il pas, du coup, sa responsabilité en jeu? Et oui, comme vous le dites, tout comme le patient, le médecin peut refuser. Il peut refuser de prendre en charge un patient, mais dans ce cas-là, il devra s'assurer que celui-ci va tout de même être pris en charge par un autre professionnel de santé et il devra l'en informer. Cependant, si on est dans un cas d'urgence, eh bien, il devra s'assurer que la personne va recevoir les soins indispensables à son état de santé. D'accord, donc après tous ces droits principalement utilisés pour protéger le patient, y en a-t-il d'autres qui sont bafoués? Par exemple, dans l'hypothèse où j'arrive aux urgences de manière inconsciente, comment vais-je faire pour choisir le praticien de mon choix? Alors oui, il est vrai que le libre choix du patient, de son praticien, sera forcément bafoué si on est en situation d'urgence, mais ce n'est pas le seul. On peut aussi penser aux convictions religieuses qui peuvent l'être aussi, bien que les médecins et le service hospitalier mettent tout en œuvre pour répondre aux convictions de chacun. Ils sont forcément limités par l'organisation du service public. Donc ici, on peut penser à l'exemple de certaines femmes de confession musulmane qui souhaitent être examinées uniquement par des femmes, et donc cela va nécessiter une organisation en interne dans le service. D'accord. Vous nous parlez par exemple du respect des convictions religieuses, mais plus en amont, qu'en est-il du respect de la personne dans son intégralité? Alors le médecin, quand il exerce son soin sur le patient, le respecte forcément et la réalisation de ce soin doit se faire sans discrimination, que l'on soit en situation d'urgence ou non d'ailleurs. La discrimination reste illégale et sanctionnable, quelle que soit la situation et quelles que soient les raisons de cette discrimination, que ce soit du racisme ou encore de l'homophobie. La discrimination viendrait rompre le contrat de confiance qui existe entre le médecin et son patient et cela viendrait altérer la prise de soin. Donc toujours dans cette notion de respect, on vient donc mettre en place des choses et notamment des droits pour venir respecter ce contrat de confiance qui existe entre le médecin et son patient. Mais il n'y a pas que ce respect qui est en cause, notamment le secret professionnel. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, vous avez raison. De ce respect découle l'obligation de secret professionnel. Cette obligation est à la fois un droit pour le patient, mais aussi un devoir pour le médecin. Et la situation d'urgence ne doit pas venir altérer le silence auquel le médecin est tenu. Dans tous les cas, s'il venait à rompre ce secret professionnel, il toucherait à la vie privée de son patient. D'accord. Maintenant, venons-en à la procédure et de manière plus détaillée. Parlez-nous un peu de l'arrivée aux urgences. Donc on peut arriver aux urgences via les pompiers, le SMUR ou encore par ses propres moyens, cela arrive. Mais une fois passé la porte des urgences, comment fait-on? Qui va venir nous accueillir? Quel dossier doit-on remplir? Quelle procédure doit-on mener? Alors comme vous l'avez dit, on arrive aux urgences par divers moyens. Cependant, ce qui va être déterminant, c'est l'état de santé du patient. C'est-à-dire que si celui-ci est conscient, il va être en mesure d'avancer vers le bureau d'information et d'administratif qui va permettre de donner les différents documents nécessaires tels que sa carte d'identité, sa carte vitale, ce qui va permettre à l'équipe administrative de créer son dossier médical pour qu'il soit ensuite pris en charge par l'équipe de soins. Cependant, si cette personne, dans un deuxième cas, est inconsciente, elle ne pourra forcément pas le faire. Et donc, dans ce cas-là, elle sera directement prise en charge par les équipes de soins et c'est ces dernières qui vont prodiguer les soins sur celle-ci. Donc, en soi, que l'on arrive, quel que soit le mode de moyen par lequel on arrive aux urgences ou encore si l'on est consciente ou inconsciente, dans tous les cas, on sera pris en charge, mais ce qui peut varier, c'est éventuellement le temps d'attente. D'accord, donc après toute cette admission passée, ces dossiers remplis, etc., qu'en est-il des soins à proprement parler? Alors, tout le monde dispose du droit d'accéder aux soins les plus adaptés à sa pathologie. Ceci implique la recherche systématique du traitement qui sera le mieux adapté et surtout celui dont l'efficacité est reconnue par rapport aux risques encourus. L'accès à ces soins doit tenir compte forcément des circonstances et notamment de l'urgence si on est en situation d'urgence. Mais dans tous les cas, la continuité des soins doit être respectée. Par continuité des soins, j'entends bien service public hospitalier. Mais par conséquent, que fait-on lorsqu'il n'y a pas d'urgence proche de notre domicile ou encore lorsque des urgences viennent à fermer, comme par exemple à Waterloo qui a fermé ses urgences la nuit récemment?
Oui, la continuité du service public, c'est un pan important pour les usagers, puisque sans lui, les urgences qui arrivent en dehors des horaires classiques d'ouverture des centres hospitaliers ne pourraient pas être traitées. Donc vous me parlez du cas de Wattrelos et de la fermeture de ces urgences durant la nuit. Eh bien effectivement, ça va obliger les usagers à se diriger vers un autre centre qui est celui de Tourcoing-Roubaix. Et ça va forcément engorger ce service, et ça va aussi obliger les usagers à effectuer un trajet plus long, ce qui peut être dommageable en cas d'urgence. Tout cela nous prouve qu'il y a forcément un manque de moyens, mais aussi qu'on vit en France une pénurie de médecins. Donc, en parlant des moyens ici que l'on a en France, pour toujours rester dans l'actualité, on va remonter un petit peu, notamment fin 2015, avec les attentats qui ont été perpétrés. Est-ce que les urgences, face à cette situation, ont prouvé leur efficacité? N'y a-t-il pas des changements à faire, des efforts à faire et d'autres moyens à apporter? Est-ce que nous sommes désormais préparés à l'éventualité d'une telle crise? Alors, les urgences au quotidien, elles prouvent leur efficacité, que ce soit avec le petit bobo ou encore pas avec les malaises. Elles le prouvent aussi durant les épidémies ou encore les périodes de canicule. Mais il est vrai que les attentats ont permis de déceler certaines lacunes. Cependant, les services de l'ordre et les urgences ont travaillé ensemble afin de mettre en place des plans d'action. Ça passe notamment par des simulations. Il faut savoir qu'avant, une loi existait déjà et prévoyait que chaque établissement, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, devait être doté d'un dispositif de crise dénommé plan blanc d'établissement. C'est un plan qui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature afin de faire face à l'afflux de patients ou de victimes qui se trouveraient pris dans cette crise exceptionnelle auquel le service devrait faire face. En pratique, donc, il existe des cellules de crise, des renforts d'équipes médicales et soignantes. Tout cela est prévu et depuis 2015, les derniers attentats, cela a été renforcé. D'accord, bon, nous voilà rassurés alors. Merci beaucoup Nina, à bientôt.